Merci d'être là ce soir pour cette conférence sur le thème comment analyser les accidents en montagne. C'est vrai qu'ici à l'ENSA, en formant les futurs guides et même vous, si vous pratiquez la montagne de près ou de loin, malheureusement vous êtes peut-être touché ou concerné par des accidents en montagne. C'est une pratique quand même assez accidentogène. Ça fait sens ici du coup d'étudier pourquoi ces accidents et surtout les pistes de réduction du risque. Il ne s'agit pas juste de constater. Et c'est ce qu'a fait Maud Van Poel pendant toute sa thèse en sciences humaines, qui prend quand même quelques années. Elle est docteure en STAPS et elle a été diplômée en guide de haute montagne en 2021. Du coup, elle connaît bien les sièges sur lesquels vous êtes assis. Sa thèse s'intitule « Accidentologie des sports de montagne, combiner les approches quantitatives et qualitatives pour définir les axes de prévention ». Elle a été financée par la Fondation Petzl et par le laboratoire de l'Université Lyon 1. Et elle a travaillé aussi ici avec le SNOSM. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le SNOSM ici à l'ENSA ? C'est peu connu, mais c'est un département ici qui travaille justement, donc c'est le système national d'observation de la sécurité en montagne, et c'est un département qui travaille à collecter justement ces données d'accidents pour qu'ensuite elles puissent être exploitées par des gens comme Maud qui font leur thèse sur le sujet. Et ça fait vraiment sens de l'avoir ici avec nous à l'ENSA, puisqu'elle va continuer sa collaboration avec l'ENSA, justement en collaborant pour mettre en place un système de retour d'expérience, donc de retour d'expérience des accidents, tu nous en parleras un petit peu plus, dans la formation des guides pour que tous ces travaux servent à quelque chose. Elle a soutenu sa thèse en mai 2022, donc voilà, il y a quelques chiffres, comme on en parlait, qui commencent à dater un peu et encore. Voilà. Et je te laisse tout de suite la parole. Merci à vous et on peut l'applaudir. Merci Maud d'être là. Merci Clémentine. Merci à vous d'être là. Bonsoir à tous. Du coup, comme Clémentine l'a dit, j'ai fait une thèse en STAPS, plutôt en sciences humaines et sociales du sport, sur l'accidentologie des sports de montagne, et plus particulièrement en alpinisme et en ski de randonnée. La question du risque en alpinisme et la question de l'étude des accidents, c'est un thème qui est assez pluriel, qui pourrait être abordé par plein de disciplines, plein d'axes d'entrée différents. Du coup, c'est forcément un questionnement assez interdisciplinaire. C'est pour ça qu'on a souvent du mal à savoir dans quelle discipline j'ai fait ma thèse. Voilà, l'avantage des STAPS, c'est que c'est un domaine qui rassemble plusieurs disciplines. Donc, sans prétendre couvrir l'ensemble des disciplines pertinentes pour éclairer l'objet des accidents en alpinisme et en ski, j'ai fait appel à des disciplines variées, allant de la sociodémographie à la psychologie sociale, tout en passant par des disciplines inspirées des safety science, qui est un ensemble de disciplines qui s'intéressent à la sécurité, particulièrement dans le milieu de l'entreprise. Par ailleurs, on va le voir, vous allez le voir de plus en plus, étudier l'accidentologie, ça apporte souvent des lacunes. On a du mal à avoir des données exhaustives sur le nombre total d'accidents, de pouvoir les ramener à un nombre total de population. Du coup, notre approche, ça a été de combiner plusieurs points d'entrée, en sachant que tous étaient imparfaits et incomplets, mais que quand certains résultats allaient se répéter dans différents axes, différentes manières d'étudier les accidents, on avait des résultats plus solides. Donc ma thèse, elle a comporté 3 axes. Le premier, il s'est basé sur une analyse assez quantitative, donc plutôt faisant appel à des traitements statistiques des données des secours, à travers les données qui sont collectées donc par le SNOSM, qui est hébergé ici à l'ENSA, et qui rassemble toutes les données des secouristes français, donc à savoir les PGHM, les CRS et les pompiers, parce qu'on a 3 corps de secouristes en France. Le deuxième axe, il était plus qualitatif, où je me suis intéressée à des récits d'accidents, mais aussi d'incidents, récoltés dans ce cas, donc ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, actuellement on en parle de plus en plus, du retour d'expérience, qui est une pratique qui vise à collecter les mésaventures vécues par les uns et les autres pour apprendre collectivement des expériences individuelles passées.
Et donc on avait mis un système de retour, il y a plusieurs formes de retour d'expérience possibles, mais dans ce cas-là c'était un formulaire qui est en ligne sur le site de Camp to Camp, donc accessible à un grand nombre d'amateurs. Et mon axe 2 a visé à analyser, à voir ce qu'on pouvait dire de ces récits d'incidents et d'accidents. Et enfin, l'axe 3, il est dans une visée plus sociologique et il part du constat que l'accidentologie d'une activité telle que l'alpinisme, qui est caractérisée, vous le savez bien, par des risques inhérents à la pratique, non complètement réductibles, on ne peut pas supprimer le risque en alpinisme. Donc c'est une pratique qui est nécessairement marquée par une forme de choix, d'exposition volontaire des pratiquants en connaissance de cause. On se rend bien sûr compte que les accidents n'arrivent pas aux débutants méconnaissants, mais arrivent à des personnes bien conscientes des risques qu'ils prennent. Et donc, s'intéresser à l'accidentologie d'une telle activité implique de s'intéresser au sens que les pratiquants donnent à cet engagement. Donc, à savoir connaître, explorer un peu plus leur rapport au risque et se poser la question de pourquoi ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils y trouvent. Donc on s'est intéressé en axe 3 au rapport au risque à travers une méthode mixte d'entretien qualitatif, non directif et de questionnaire. Je précise qu'aucune de ces approches n'a cherché à tendre vers une pratique sans risque ou à supprimer le risque, c'est un peu tout le paradoxe de cette étude, mais plutôt à mieux composer avec lui dans la pratique à travers une connaissance et une compréhension approfondie des processus qui mènent aux accidents de manière récurrente et du rapport entretenu avec le risque. Je vais donc vous présenter un peu ces 3 axes. Il y aura un temps de questions à la fin. Je vous fais un exposé un petit peu académique, je m'en excuse à l'avance. Voilà, mais on aura le temps de discuter par la suite. Donc pour l'axe 1, qui traite de l'accidentologie quantitative, c'est-à-dire que c'est un axe où on a eu un gros volume de données, mais peu de niveau de détail. C'est une base extraordinaire, le SNOSM, parce qu'elle rassemble tous les secours effectués en France. Donc on a, pour le PGHM, sur 10 ans, les données que j'ai pu traiter qui pouvaient être comparables entre elles, 7 819 victimes en alpinisme et 5 469 en ski de randonnée. Donc c'est une base de données énorme, ce qui nous permet d'avoir des résultats assez solides en termes de volume quantitatif. L'objectif, c'était donc de savoir un peu mieux dans les grosses mailles qui, où, quand, comment, mais aussi de cerner la représentativité de ces données, parce que même s'il y en a beaucoup, elles comportent des limites, et de proposer des pistes d'amélioration du recueil de ces données. Beaucoup de l'accidentologie est dépendante de la qualité des données qu'on a. Pour ça, avant de se plonger tête baissée dans l'analyse des données, il a fallu s'intéresser à la construction sociale et politique et institutionnelle de ces chiffres en s'inspirant d'autres secteurs. Par exemple, on a tendance à penser que les chiffres, qu'on ne discute pas avec les chiffres, mais non, pas du tout. Les chiffres les statistiques ne sont pas toujours un juge de paix, parce qu'il faut savoir comment sont créés ces chiffres, comment elles sont rentrées dans une base de données, par qui, et on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi. Par exemple, dans d'autres domaines, dans le secteur de la délinquance, il a été montré comment les directives politiques reçues par la police d'être plus ou moins strictes vont faire artificiellement baisser ou augmenter les chiffres liés à la délinquance. Ça paraît logique, mais on tend à le prendre comme argent comptant. On s'est donc interrogé aux enjeux qui entouraient le SNOSM. Il a fallu s'interroger au rouage du système, ce qui nous a conduit à réaliser un grand travail de fiabilisation de la base de données. Il y a au moins 1000 entrées qu'on a dû balayer parce qu'elles n'étaient pas comparables avec les autres, pour transformer une base qui à l'origine a visée administrative, dont les secouristes se servent pour tracer leur activité, pour avoir une trace, mais qui n'est pas à visée scientifique, qui n'est pas à visée d'études. Eux, ils ne la remplissent pas. Leurs contraintes font qu'ils n'ont pas le temps de remplir une base de données pour enregistrer leurs heures de vol en hélicoptère, puis de remplir une autre base de données avec des informations qui nous intéresseraient, nous, en tant qu'accidentologues, si je peux dire. Pour donner un exemple, jusqu'en 2018, en tout cas, les CRS ne remplissent pas du tout la même base de données que les PGHM, qui eux-mêmes, entre différentes unités
de PGHM, entre Chamonix et Briançon par exemple, n'ont pas toujours les mêmes définitions d'un type, d'une circonstance d'accident, d'une cause d'accident. Cela conduit donc à devoir écarter un bon nombre de données et perdre du détail. On s'est donc concentré principalement pour la suite sur la base du PGHM qui est plus détaillée et qui semble représentative puisque les PGHM pour l'alpinisme effectuent environ 85% des secours en France, pour l'alpinisme, pas pour la randonnée. Voilà, avant d'attaquer sur les résultats par rapport au SNOSM, il faut rappeler que la principale limite de l'accidentologie étudiée à partir des données des secours, c'est celle de l'absence de données sur la population totale de pratiquants d'alpinisme. On a très peu de données sur qui pratique l'alpinisme, combien de personnes, quel volume d'exposition, combien d'heures ils sont en montagne, combien de jours par an, qui ils sont, leur âge, leur sexe, etc. Et donc on a un volume d'accidents mais on n'a pas de ratio. C'est comme pour les accidents de la route, c'est aussi un problème, mais on va vous dire par rapport à une fréquentation d'une route. Sur tant d'heures, sur tant de personnes qui prennent la voiture, on va avoir tant de pourcents de risque de mortalité. En alpinisme, on va vous annoncer, il y a, je dis complètement au hasard, 50 décès par an. Oui, mais par rapport à combien de personnes qui pratiquent l'alpinisme? Voilà, donc ayez toujours ça en tête. Donc pour contourner d'une certaine manière ou avec cette limite en tête, cette absence de données sur la population totale, on peut déjà d'une part comparer les activités entre elles et s'intéresser à l'indice de mortalité. Ici, vous avez toutes les activités de montagne. Donc ensuite, moi, je me suis intéressée plus particulièrement à l'alpinisme et au ski de randonnée, mais je voulais les situer par rapport aux autres activités de montagne que couvraient les secours en montagne. En bleu-gris, vous avez le volume de secours effectué par l'ensemble des secours. Ici, on est PGHM, CRS et pompiers. Et on voit bien évidemment que la randonnée à pied est l'activité générant le plus de secours en montagne. Mais certainement qu'il y a beaucoup plus de randonneurs que d'alpinistes. Ok ? Sachant que là, on n'est pas sur les décès, on est sur l'ensemble des secours, donc qui comportent des indemnes, des blessures de cheville et des décès. Et par contre, en orange, vous avez l'indice de mortalité qui correspond au pourcentage de personnes décédées par rapport au pourcentage de personnes secourues hors indemne, donc secourues impactées. Donc on compare les décédés aux blessés plus les décédés. Et ça nous permet d'avoir un ratio. Et là, pour le coup, on voit que l'alpinisme, la cascade de glace sont des activités qui ressortent quand même particulièrement en termes d'indice de mortalité, avec 9 secours sur 100 qui correspondent à des décès pour l'alpinisme, 9 pour la cascade de glace, 7 pour le ski de randonnée. La spéléo ressort énormément, mais c'est lié à un facteur organisationnel qui fait que les secours en spéléo sont bénévoles principalement et font appel au PG et au CRS en général en renfort. Et donc ils ont un système de secours qui est énormément de petits secours, d'auto-secours qui ne passent pas dans le filtre du SNOSM, qui sont appelés eux souvent qu'en cas d'accident grave. Du coup le ratio est forcément entre guillemets artificiellement augmenté. Si on se concentre sur les activités liées uniquement à l'alpinisme, si on sépare, et là du coup je me suis basée uniquement sur les chiffres du PG parce qu'on n'a pas ce détail-là chez les CRS, c'est l'alpinisme en neige glacée mixte et le ski qui génèrent le plus de secours, de loin. Mais en termes d'indice de mortalité, c'est la cascade de glace, 15%, et l'alpinisme en neige glacée mixte. J'ai distingué avec l'alpinisme rocheux. Maintenant, quelles sont les circonstances de ces secours? C'est ce qui nous intéresse le plus et malheureusement, c'est là où la base de données est presque la plus pauvre. Pour bien comprendre la structure des données, il faut savoir qu'il y a 54% d'indemnes dans les personnes secourues par le PG. Donc là, je parle bien des statistiques liées au PGHM. Les indemnes, c'est des personnes qui sont dans l'incapacité de finir leur sortie tout seuls, par exemple parce qu'ils sont bloqués sur un itinéraire trop complexe pour eux ou parce qu'ils sont épuisés. Mais ça peut être également les compagnons de cordée des victimes secourues blessées qui ne peuvent pas descendre tout seuls de la montagne, forcément. Ce pourcentage d'indemnes dépend aussi d'un certain nombre de facteurs liés à l'organisation même des secours, tels que l'accessibilité du lieu de l'accident. Est-ce que l'hélicoptère est là en 5 minutes comme à Chamonix, ou est-ce qu'il n'y a pas de radio, de système de radio comme dans les Pyrénées? On va donc certainement avoir un peu moins d'indemnes dans les secours dans les Pyrénées. À l'aérologie, à la météo, aux pilotes, etc.
ou au rapport au secours des pratiquants qui vont ou non, à situation égale, appeler les secours. Tout ça pour dire que ces facteurs influent, par exemple, sur l'indice de mortalité d'une activité, comme on a évoqué tout à l'heure. Ensuite, on a isolé les personnes impactées pour la suite des traitements. Donc, c'est-à-dire, on a mis les indemnes de côté et on s'intéresse seulement aux blessés, aux malades et aux décédés. Si on regarde ça, encore une fois, c'est l'alpinisme en neige glacée mixte qui génère le plus de personnes impactées dans les secours effectués par le PGHM, suivi par l'alpinisme en rocher. Le ski, j'en parle après. En termes de type d'accident, c'est de loin la chute des personnes qui génèrent le plus de secours à l'origine de personnes impactées. Et ça, c'est souvent quelque chose qui interpelle. On a beaucoup en tête les risques objectifs de chute de pierres, d'avalanches, etc. Dans le volume d'accidents, c'est bien la chute des personnes, le dévissage, qui génère le plus d'impactés. En termes de massif, c'est le Mont Blanc, bien sûr, qui arrive en première position, mais encore une fois, c'est là où, en France, de loin, le PGHM effectue le plus de secours en alpinisme, où il y a le plus de pratiquants. Pour dépasser cet effet du seul volume de pratiquants dans les résultats, on a effectué des traitements statistiques qui s'appellent des régressions logistiques en comparant les personnes secourues impactées à l'ensemble des personnes secourues. Ces traitements nous répondent à la question, au sein de ces situations de secours, quels sont les facteurs qui augmentent significativement les probabilités d'être secouru impacté par rapport au fait d'être secouru indemne. Et ça, peu importe les autres caractéristiques présentes. Donc peu importe si c'est en neige glacée mixte, quel est le massif qui va augmenter les probabilités d'être secouru impacté. Peu importe si c'est un homme, une femme, peu importe son âge, parce qu'on avait aussi ça dans le modèle statistique, quelle est l'activité qui va augmenter les probabilités d'être secouru impacté, augmenter les conséquences. Ce qui ressort, c'est que c'est l'alpinisme en neige glacée mixte, la cascade de glace, la chute et le massif du Mont Blanc qui augmentent les probabilités d'être secouru impacté par rapport au fait d'être secouru indemne. En ski, on a un peu moins de personnes indemnes. Je ne vais pas rentrer autant dans le détail, mais on peut souligner que les résultats sont similaires, avec un pourcentage d'indemnes légèrement plus faible et une hiérarchie semblable des types d'accidents les plus fréquents. C'est-à-dire que c'est toujours la chute qui arrive en première position à l'origine du plus de personnes impactées, contrairement peut-être à certaines idées ou à une prévention qui met l'accent énormément sur les avalanches. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se soucier de l'avalanche, parce que par contre, si on isole les décès, c'est bien l'avalanche qui génère le plus de décès par an. Voilà. Donc, mais tout de même, en moyenne, l'avalanche pour le PGHM suscite 13,4 décès par an. Tout de même, la chute en suscite 5,2. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier la chute dans le ski de randonnée, en termes de risque. D'un point de vue du profil des victimes secourues, pour l'alpinisme, le profil qui ressort le plus, c'est un homme français entre 20 et 39 ans, d'un âge moyen de 37,3. On a 83% d'hommes dans les personnes secourues et 43% d'étrangers. Encore une fois, ça montre à quel point les données du secours nous apportent des informations. Mais oui, il y a 43% d'étrangers parce qu'il y a énormément d'étrangers qui pratiquent la montagne, particulièrement à Chamonix. En ski, l'âge moyen un peu plus élevé avec 40,2 ans. Encore une fois, cela reflète certainement les caractéristiques des pratiquants d'alpinisme. On a effectué les mêmes traitements statistiques pour savoir quelles sont les caractéristiques sociodémographiques qui augmentent les probabilités d'être secouru, impacté ou décédé. On a noté un effet aggravant de l'avancée en âge. Plus les personnes secourues étaient âgées, plus elles avaient de probabilité d'être impactées et décédées. On ne sait pas si c'est parce qu'elles ont réellement plus d'accidents ou parce qu'elles font moins appel au secours en étant indemnes. Question du rapport au secours des pratiquants. Est-ce qu'elles ont des accidents plus graves? Est-ce qu'elles ont plus d'accidents? Ou est-ce qu'elles appellent moins quand elles ne sont pas blessées? Il y a des différences en fonction du sexe. Pareil, les femmes étaient plus souvent secourues impactées, blessées mais pas nécessairement décédées. Mais par contre, si on regarde l'indice de mortalité, il est plus élevé chez les hommes, avec de mémoire 12% chez les hommes et 8% chez les femmes, quelque chose comme ça. Encore une fois, est-ce que c'est parce que les femmes ont plus d'accidents ou est-ce que c'est parce qu'elles se font moins secourir en étant indemnes?
Donc pour conclure sur ces analyses du SNOSM, avant de passer à la suite, on peut dire qu'elles nous donnent des informations précieuses et prouvées statistiquement, parce qu'elles sont solides, comme je vous le disais, c'est un gros volume de données, sur la population des personnes secourues, les circonstances des secours et les facteurs aggravant les conséquences. Elles nous donnent des éléments de connaissance finalement rares, on les trouve pas ailleurs actuellement, sur la réalité accidentelle grâce à leur gros volume de données. Mais elles restent un reflet de cette réalité accidentelle à travers le prisme des secours, qui est dépendant de leurs contraintes, de leur organisation et des rapports au secours des pratiquants. De plus, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de pratiquants échappent à des accidents et échappent au filtre des secours, ne fait pas appel au secours. À titre d'exemple, d'après les résultats du questionnaire qu'on a effectué en chapitre 3, 29% des alpinistes ayant été victimes d'un accident entraînant un arrêt dans la pratique d'au moins 3 mois, donc quand même un accident conséquent, n'ont jamais eu recours aux services de secours dans leur vie. Pour mettre ces résultats un peu plus en perspective, je fais un petit saut en avant dans mes données et je vais comparer cette population des personnes secourues avec la population qui ont répondu au questionnaire en axe 3. Ce questionnaire, il a été diffusé à plus de 2000 alpinistes. C'est sans précédent sur la pratique de l'alpinisme d'avoir autant de données sur la population et du coup ça nous permet, c'est un questionnaire qui nous semble, même s'il peut avoir des limites, représentatif et ça nous permet d'avoir une idée sur qui est la population des pratiquants. En comparant la population des alpinistes ayant répondu au questionnaire et la population des personnes secourues, on a une idée de à quoi sont liés les résultats qu'on trouve dans le SNOSM. Donc d'après le questionnaire, l'âge moyen des alpinistes est de 41 ans, c'est-à-dire un peu plus élevé que l'âge moyen des alpinistes secourus dans le SNOSM. Il y a 75% d'hommes, c'est-à-dire un peu moins que ce qu'on a. On avait 83% dans les personnes secourues par le PGHM. Et en comparant, encore une fois, grâce à ces mêmes traitements statistiques, les alpinistes ayant plus, les alpinistes évalués dans le questionnaire et les personnes secourues par le PGHM, les alpinistes ayant plus de probabilité d'être secourus, indemnes ou impactés, sont des hommes entre 20 et 29 ans. Les hommes ont plus de probabilité à la fois de demander le secours en étant indemnes ou en cas de décès. C'est comme s'il n'y avait pas tout à fait un entre-deux. Les femmes avaient plus de risques d'être impactées, a priori blessées, et les hommes sont plus à même de demander le secours en étant indemnes ou une pratique plus radicale pour cause de décès. Les plus de 60 ans, eux, demandent moins souvent le secours, mais quand ils le demandent, ils sont moins souvent indemnes. Donc ça répond, c'est compliqué, hein. Ça répond à ma question de tout à l'heure. Les alpinistes avançant en âge sont plus impactés dans les données des secours parce qu'ils se blessent plus ou parce qu'ils appellent moins le secours en étant indemnes. Ça tendrait à montrer un rapport au risque des alpinistes plus âgés qui veut se débrouiller par lui-même, si je mets d'autres mots, qui ne veut pas appeler le secours quand ils peuvent se débrouiller autrement. Je passe à l'axe 2, on reviendra à la fin si vous avez des questions sur les statistiques. Donc l'axe 2, comme je vous le disais au début, dans cette première partie, on a peu d'infos sur les circonstances d'accident, sur les causes. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à des récits avec plus de détails, moins de volume de données, donc moins solide d'un point de vue scientifique, mais plus de détails. Et pour cela, notre axe 2 poursuit l'objectif d'identifier des facteurs contributifs multiples, puisqu'on sait que les accidents sont toujours multifactoriels et résultent de l'enchevêtrement de plein de petits facteurs. Des facteurs contributifs situés en amont de l'accident. Ça permet de couvrir un angle de l'accidentologie non couvert par les secours et aussi de promouvoir les démarches de partage d'expérience, de retour d'expérience, ici à travers CERAC, mais de manière plus générale, qui nous semble constituer en soi un outil de prévention. Donc la mise en place de CERAC a été un processus long et collaboratif initié dès 2016 avec la Fondation Petzel et le collectif Camp to Camp. On s'est inspiré des théories des safety science, le retour d'expérience est beaucoup inspiré du milieu de l'entreprise, du monde du travail, du nucléaire, de la pétrochimie, mais également d'initiatives similaires déjà présentes dans le milieu de la montagne, telles que les récits publiés par le Club alpin américain dans un livret qu'ils envoient à tous leurs adhérents chaque année, qui rassemble tous les récits d'accidents envoyés par leurs adhérents.
Comment traiter ces récits? Ça a été assez compliqué parce qu'on se rend compte que le rétexte, ça fonctionne très bien dans des milieux très standardisés comme le nucléaire, mais que dans le monde de l'alpinisme, surtout quand c'est sur la base du volontariat, ces récits ne sont pas standardisés, ils ne sont pas tous remplis de la même manière, ils ne sont pas tous comparables. Du coup, on a des niveaux de détail très disparates et on ne peut pas appliquer une activité aussi complexe et changeante que l'alpinisme, aussi situationnelle, les mêmes méthodes qui sont appliquées en médecine ou dans l'aviation, où les rétextes sont très standardisés, très systématisés. Du coup, ça a été assez exploratoire, on a changé plusieurs fois de direction, en passant d'abord d'une logique d'arbre des causes qui cherchait à modéliser toutes les combinaisons possibles de facteurs et puis d'aboutir à un modèle qui nous semblerait général pour une grande quantité d'accidents. Donc une perspective assez normative et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. À chaque fois, il fallait rajouter une branche à l'arbre des causes, finalement, à chaque récit. Voilà. Donc on s'est tourné, on se rend compte que chaque accident est unique, même s'il y a des ressemblances. Et que cette activité est complexe et peu normée. Du coup, on s'est tourné plutôt vers une synthèse descriptive qui rassemble les récits, qui essaye de mettre en commun des morceaux qui se ressemblent, mais plutôt dans le but d'encourager le recul réflexif en lisant des bouts de récits ou des récits entiers, des histoires, de chercher à s'interroger sur sa propre pratique, plutôt que de chercher à en tirer des grandes conclusions sur quelles sont les causes des accidents en montagne à travers les récits de retour d'expérience. Donc, beaucoup de récits n'ont pas pu être traités également. On a pu traiter 162 récits en ski, 53 en rocher-montagne ou terrain d'aventure et 59 en alpinisme neige glacée mixte. Donc dans le contexte qui pourtant est bien moins solide que celui du SNOSM en termes de volume de données, on note à nouveau la prégnance des chutes qui dans 69% des récits, des déséquilibres ou des chutes, parce qu'attention on traite bien d'incidents qui n'ont mené à aucune conséquence mais aussi d'accidents. 69% des récits dans ces racks sont liés à des déséquilibres ou des chutes, donc ça confirme quand même un résultat. Et ensuite, on s'est attaché à décrire ces fameux facteurs contributifs situés en amont qu'on n'avait pas dans les données du PGHM. Et ce qui ressort le plus, en tout cas à travers ces récits, c'est la prégnance des facteurs liés à l'appréciation des risques, à la prise de décision et à la vigilance, à l'attention. Quelque chose qui est assez surprenant, c'est que dans 58% des récits, donc c'est énorme, 58% des récits où on avait des facteurs contributifs, les participants évoquent avoir correctement analysé un danger ou au moins perçu quelque chose qui n'allait pas, sans forcément l'avoir complètement formalisé, verbalisé, mais ont maintenu leur engagement. Je vous ai mis à chaque fois des petits extraits de récits qui sont assez parlants. Dans ces facteurs contributifs marquants, je ne les ai pas tous listés ici, mais je vous ai listé ceux qui avaient le plus qui apparaissaient de manière la plus récurrente. On note une communication perfectible. Donc ça, c'est bien. Comment j'ai choisi ces facteurs contributifs? C'est les personnes elles-mêmes, les répondants elles-mêmes, qui ont identifié ces facteurs comme, pas forcément ayant eu un lien direct avec l'accident, mais ayant joué un rôle dans la mise en place d'une situation critique, dans la mise en place d'une situation qui était complexe à gérer. Bien sûr, ce n'est pas le manque de communication qui a entraîné la chute de Pierre, par exemple, ni la chute de la personne, mais c'était présent. Donc dans 23% des récits, une communication perfectible. Il parle du leader. Le leader s'est en outre laissé influencer par certains éléments du groupe, certaines personnes du groupe, dont l'envie de sortir malgré tout des sentiers battus était palpable. À ce stade, la communication jusqu'ici bien établie s'est un peu tarie et des indices de transport de neige par le vent n'ont pas été évoqués. On note souvent un décalage entre les conditions, les difficultés imaginées à la maison, à l'avance, et la réalité rencontrée sur le terrain, dans 18% des récits. Donc on est en rapport à la préparation de course ou à quelque chose, on ne s'attendait pas à aussi dur, on ne s'attendait pas à aussi complexe, et on est surpris. C'était ma première sortie de ski de l'année, alors je n'avais pas trop conscience des conditions. En particulier, je ne m'attendais pas à trouver autant de neige, je croyais que c'était beaucoup plus sec. Compte rendu sur Ski Tour datant de quelques jours où les deux couloirs avaient été enchaînés en bonne poudre. On a beaucoup de facteurs qui ont pu être regroupés sous le terme de facteurs rassurants.
diverses choses qui sont presque utilisées pour justifier le maintien de son engagement, ou alors au moins, si ce n'est pas consciemment utilisé pour justifier que je continue à m'engager, qui limite, qui inhibe la réévaluation des risques sur le terrain. Donc on a des personnes qui semblent très capables d'analyser les risques puisqu'elles le font a posteriori, mais des choses comme une section ou une course qui est considérée comme facile vont faire que je ne vais pas me poser trop de questions. On part dans l'idée que cette course, elle est facile, on a l'habitude, on ne réévalue pas les risques sur le terrain. Une section facile, c'est aussi juste après les difficultés. Il y a souvent, on voit beaucoup une baisse de la vigilance juste à la fin des difficultés. On parle beaucoup de la descente, dur à identifier si c'est réellement plus d'accidents à la descente qu'à la montée, mais plutôt de manière plus générale dans les sections faciles. La familiarité de la course, c'est un biais cognitif assez connu qui fait qu'on a tendance à baisser sa vigilance et à ne pas réévaluer les risques. D'autres cordées engagées sur le même itinéraire qui fonctionnent comme un facteur rassurant, ou encore un BRA annoncé bas, une course connue comme faisable par mauvais temps ou par risque 4. Tous ces éléments peuvent fonctionner comme des ancrages de l'attention qui font que je n'ai plus d'attention disponible pour analyser les risques malgré ma capacité à le faire. Je connaissais le Barley comme un sommet de mauvais temps, faisable même quand les conditions ne sont pas terribles. Course facile, on était serein, donc j'avoue un relâchement de la vigilance. Nous n'avons pas fait suffisamment attention au vent fort qui transportait la neige, car c'est un itinéraire qu'on pratique habituellement quand les risques d'avalanche sont forts. Bref, on s'est fait piéger par l'habitude d'un itinéraire qu'on pensait protéger du risque. Enfin, il y a des facteurs contributifs qui sont sous-jacents, c'est-à-dire qui ne sont pas évoqués directement par les participants comme ayant eu un lien avec la mise en place de la situation critique, mais qui pourtant étaient là, dans la situation. Les participants ne les ont pas identifiés comme problématiques, mais pourtant ils les listent. Et ils m'ont semblé importants à relever quand même. Dans 37% des témoignages, c'est énorme, on peut noter une forme de difficulté à se détacher de l'objectif fixé. Vous en avez entendu parler, on parle parfois dans le monde de l'entreprise de summit fever, de destinationnite, ça porte bien son nom, c'est que mon attention est focalisée uniquement par l'atteinte, pas forcément seulement du sommet, mais de l'objectif, que ce soit la ligne que j'ai décidé de grimper, la pente à skier, etc. On parle aussi parfois, en stage en tout cas à l'ENSA, de comportement balistique, mais c'est la même chose. Je me suis clairement obstinée à vouloir effectuer l'itinéraire prévu, au lieu de tenir compte des signaux d'alarme et de faire demi-tour avant. Enfin, la fatigue physique antérieure ou accumulée, parfois aussi les préoccupations mentales des pratiquants, donc une personne qui est accaparée parce qu'elle a eu des problèmes à la maison, qu'elle a un état émotionnel compliqué en ce moment, ressortent dans 27% des récits. Donc on est beaucoup, vous l'avez vu, sur une question de la vigilance, de l'attention du cerveau disponible. Pour résumer, pas tous les facteurs, mais les facteurs contributifs principaux qu'on a pu relever dans les récits de Serac, on a effectué ce schéma où on peut voir que tous ces facteurs sont finalement interconnectés et s'auto-renforcent. On n'a pas pu dégager de modèle global avec une organisation qui se répéterait à chaque fois, mais par contre, bien souvent, la vigilance relâchée est liée aux facteurs rassurants. S'il y a beaucoup de facteurs rassurants, on en a parlé tout à l'heure, on va avoir une vigilance assez relâchée qui peut se traduire par une attention centrée sur des préoccupations extérieures ou parfois un report de l'évaluation des risques sur le leader ou sur le reste du groupe. Le poids de l'objectif fixé, qui peut être décliné aussi, qui peut être renforcé par le poids des investissements antérieurs effectués. Est-ce que j'ai effectué beaucoup d'heures de route pour faire cette sortie? Est-ce que dans le cadre professionnel, les clients payent énormément et je sens cette pression? Ils sont venus de loin pour faire cet objectif. Quelle énergie, quel temps, quel argent j'ai investi peut renforcer cet effet de summit fever. L'effet de rareté, quand on a l'impression que cette voie n'est jamais en condition et qu'aujourd'hui, oui, elle l'est, tend à renforcer l'effet de summit fever. Et tout ça peut être en lien avec les facteurs rassurants, dans le sens où je vais presque aller chercher ces facteurs rassurants pour confirmer que oui, ça va, je peux m'engager. Pardon. Le groupe et la communication peut fonctionner aussi comme un facteur rassurant. Le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait d'autres personnes engagées,
ou à l'inverse, de connaître les membres, peut avoir les membres du groupe d'être entre professionnels, par exemple, peut tendre à se rassurer et à se relâcher. Voilà, pour conclure sur les données CERAC, elles apportent des informations précieuses, c'est différents niveaux de facteurs contributifs, on a un différent type d'informations, mais elles comportent des limites, surtout en termes de représentativité. On ne peut pas affirmer, c'est un faible échantillon, 280 récits, c'est pas mal, mais c'est un faible échantillon. Donc on ne peut pas affirmer qu'une majorité des accidents est liée à ça. Donc pour nous, elle reste avant tout un outil préventif à part entière, tant pour celui qui va partager son expérience et qui donc va engager un recul réflexif sur ce qui lui est arrivé, que pour celui qui lit le récit, s'il arrive à vraiment s'en imprégner et à s'en identifier, s'il arrive à ce que ça fasse écho à des expériences qu'il a vécues et donc à interroger sa propre pratique. On sait maintenant qu'accumuler de l'expérience en accumulant de l'expérience, ça sert presque à rien. On n'apprend pas réellement si on n'a pas une forme de réflexion, d'analyse critique liée à une expérience. Donc le fait de faire du rétexte, de les remplir ou d'en consulter permet cette analyse critique, cette réflexion. Alors, axe 3, rapport au risque et engagement corporel des pratiquants. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas touché jusqu'ici. On était sur une logique plutôt explicative des accidents. Pourquoi on a des accidents et comment du coup éviter tout ça. Mais cet axe 3, il a pour objectif d'analyser le rapport au risque des alpinistes, le sens et la nature de leur engagement corporel dans une activité où une part de risque reste irréductible. Et on l'a vu dans CERAC, où plus de 50% des répondants disaient avoir perçu un risque, disaient avoir presque correctement analysé le danger et s'être engagés quand même. En parallèle, cet axe 3 comporte l'objectif de fournir des estimations sur la population de pratiquants, on en a déjà un peu parlé, hors le prisme des secours, et de permettre une évaluation de l'accidentalité hors prisme des secours pour pouvoir la comparer avec les résultats de l'axe 1 et 2. Donc, la pratique de l'alpinisme est caractérisée par des risques inhérents, dont la majorité des pratiquants est consciente, c'est ce qui ressort. Elle implique donc une forme d'engagement volontaire, ainsi qu'une certaine acceptation du risque, quand bien même celui-là, le risque, ne constitue pas une fin en soi. Aucun alpiniste interrogé va nous dire qu'il va en montagne pour prendre des risques. Mais pourtant, il est là. C'est donc la nature et le sens de cet engagement volontaire que nous essayons de décrypter et de décrire à travers la notion de rapport au risque. Le rapport au risque, on l'a défini comme la conjonction des représentations sociales des risques. Les représentations sociales, c'est l'idée que toute réalité, on se la représente, elle est perçue, mais elle est perçue à travers le filtre de notre culture au sens large, mais aussi au sens individuel ou au sens de sous-groupe. Donc il y a une culture de l'activité alpinisme, une culture de l'activité alpinisme un peu différente chez les hommes, chez les femmes, chez les plus jeunes, chez les plus âgés, selon qu'on aurait commencé initié par nos parents, par le CAF, par des écoles d'alpinisme, etc. Et donc, les représentations sociales expliquent qu'on se représente les risques, en l'occurrence, à travers un prisme à la fois social, culturel et individuel lié à notre expérience et notre histoire personnelle. Le rapport au risque, c'est la conjonction de ces représentations des risques et des comportements adoptés face aux risques. Est-ce qu'on cherche à s'y engager plus pleinement ou est-ce qu'on cherche à les limiter ? Donc le questionnaire, je vous en ai parlé un petit peu. Pour cet axe, on a effectué 18 entretiens de quasi 1h30, 2 heures avec des personnes de niveau de pratique différents, de caractéristiques sociodémographiques et sportives différentes. Entretiens à partir desquels on a sorti les grands thèmes qui caractérisaient le rapport au risque et à partir desquels on a tiré des phrases sur lesquelles les personnes devaient se positionner dans le questionnaire en termes de tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Donc on a créé le questionnaire à partir des entretiens. C'est pour ça que c'est une méthode qui allie le qualitatif et le quantitatif. Ce qui ressort quand on analyse la partie représentation des risques du questionnaire, c'est que d'abord il y a le rapport au risque se structure autour d'une base commune
c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments sur lesquels l'ensemble de la population interrogée s'accorde. Ces éléments correspondent à des affirmations portant sur les principaux risques en montagne et sur la bonne manière de les atténuer. Ils soulignent la primauté des risques liés à l'environnement, donc des risques objectifs, chute de pierres, avalanches, etc. Autrement dit, les pratiquants redoutent avant tout ces risques-là, ce qui va un peu à l'encontre des résultats qu'on a énoncés avant sur la prééminence des chutes. Et ensuite, les alpinistes s'accordent sur le fait qu'ils, pour atténuer les risques, ils préparent bien leur sortie, ils savent renoncer, il faut bien communiquer, il faut être régulièrement sur le terrain et acquérir de l'expérience. Ce sont donc des éléments qui semblent assez basiques de gestion des risques, que l'on retrouve dans beaucoup de contenus de formation, dans le discours courant et aussi dans les entretiens. Pourquoi cette représentation commune? Ça semble presque évident. Donc une piste d'explication tient du caractère normatif et identitaire des représentations sociales. Autrement dit, quel alpiniste affirmerait mal préparer sa course? Quel alpiniste affirmerait qu'il ne sait pas renoncer? Et les représentations sociales ont également une fonction identitaire, c'est-à-dire qu'affirmer, connaître et appliquer les principes de sécurité partagés par tous peut constituer un critère d'appartenance au groupe des alpinistes. On adhère à telle ou telle représentation pour se sentir faire partie de tel groupe. Ce qui est par ailleurs particulièrement intéressant, c'est que ces éléments ressortent aussi dans CERAC, on l'a vu juste avant, comme facteur contributif, cette fois des accidents, comme facteur contributif qui aurait fait défaut sur le terrain. Donc on a parfois un manque de préparation dans CERAC de sortie, on a un attachement marqué à l'objectif, donc des difficultés à renoncer, une communication perfectible. Donc on a vraiment deux entrées et on a des résultats qui se répondent mais qui paraissent opposés, paradoxaux. Donc deux hypothèses à cela. La première, c'est que connaître les principes de sécurité en théorie ne suffit pas pour pouvoir les appliquer sur le terrain. Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Il ne suffit pas d'affirmer qu'il est important de savoir faire demi-tour pour pouvoir se l'appliquer. Et la deuxième est que ces propositions peuvent constituer, dans CERAC, des explications un peu clés en main, comme du prêt-à-porter. Et donc, pour justifier, pour s'expliquer notre mésaventure, vu que c'est ce qui est courant de dire, on va apposer un peu cette justification, apposer, mettre à côté cette explication. C'est une piste d'interprétation, mais ça constituerait une limite pour le coup du REX tel qu'il est fait dans CERAC, parce que en utilisant ces justifications, ça ne pousserait pas les alpinistes à aller chercher plus loin dans d'autres explications, d'autres pistes d'explication de leur mésaventure. Hormis cette représentation commune, on a quand même pu dégager trois grandes dimensions du rapport au risque. Une qui s'attache particulièrement à l'acceptation, à la valorisation du risque. L'autre qui laisse transparaître un sentiment de vulnérabilité et du doute marqué. Et enfin, la dernière qui est particulièrement dans la gestion des risques et le contrôle. Ça fait un peu trois grandes familles ça va vous paraître un peu basique, un peu catégorisant, parce qu'on met les gens dans des cases. C'est des tendances. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une forme de continuum qui varie au cours de la carrière d'alpiniste, qui varie en fonction des situations. On va être plutôt sur de l'acceptation, la valorisation du risque, ou plutôt dans le doute. Mais les caractéristiques sociodémographiques que je vais vous lister après sont plutôt marquées plus fortement par ce type de rapport au risque. Donc, dans la première dimension du rapport au risque, acceptation et valorisation du risque, le risque est considéré par les répondants comme consubstantiel à l'alpinisme, inhérent. Les participants sont particulièrement d'accord sur le fait qu'ils ne recherchent pas le risque en soi, mais il permet l'atteinte de bénéfices secondaires tels que l'intensité des sensations, la concentration. Face à une situation plus exposée, la concentration va être accrue. La relation éprouvée aux partenaires de cordée qui est magnifiée face à, on peut dire, l'aventure vécue ensemble. Mais cette aventure est parfois étroitement liée au risque associé. Le risque est valorisé dans cette dimension pour
des choses un peu différentes selon les gens. Il peut être valorisé pour ses dimensions d'incertitude qu'il apporte, risque égal je ne sais pas exactement ce qui va se passer, ce qui rajoute un peu d'excitation à ma course. L'opportunité qu'il offre de résoudre des problèmes complexes, la concentration, l'acuité qu'on a, ou par ailleurs pour l'engagement d'une voix, le fait qu'elle soit engagée, exposée, ou la difficulté. Enfin, dans cette dimension du risque, et c'est ce qu'on trouve aussi dans la littérature sur le rapport au risque dans différentes activités, le risque, son exposition, permet de se sentir de manière plus fortement acteur de ses décisions, du fait que ces décisions ont elles-mêmes des conséquences. Que c'est pas la même chose que de choisir un croissant ou un pain au chocolat. Ça ne me fait pas me sentir particulièrement acteur et vivant que de choisir mon chemin en sachant que l'un ou l'autre va peut-être être plus risqué ou déboucher sur un drame. Donc les mots qui reviennent sont autodétermination, agentivité. Agentivité, c'est le fait d'être acteur de ses propres actions et décisions. Les profils caractéristiques, vous allez voir, il n'y a pas énormément de surprises associés à ce type de rapport au risque, sont les pratiquants ayant un niveau de pratique élevé, une fréquence d'activité intense, les pratiquants polyvalents, c'est-à-dire qui pratiquent autant en ski de randonnée, en expédition, en cascade de glace, en hivernal, qu'en rocher, que toutes les pratiques de l'alpinisme. Ce sont des pratiquants qui ont souvent déjà eu un accident, les jeunes, particulièrement les jeunes et les hommes. Le deuxième type de rapport au risque est associé à la vulnérabilité et au doute sur ses capacités à gérer la situation. Il transparaît une confiance réduite dans ses capacités personnelles et une forte importance à la possibilité de recourir à une aide extérieure, qu'elle soit celle des services de secours ou des autres cordées. Ici, la présence des autres cordées est considérée comme rassurante. Elles sont perçues comme une aide extérieure potentielle. Dans ce groupement de rapports au risque, de type de représentation des risques, la possibilité de commettre des erreurs techniques ou d'appréciation par nous-mêmes est marquée. Et le sentiment de sécurité est plutôt généré par la présence des autres. Les pratiquants adhérant particulièrement à cette représentation des risques sont plutôt les débutants ayant une fréquence d'activité faible, peu d'années de pratique, les pratiquants avançant en âge et les femmes. Enfin, la troisième dimension des risques, troisième dimension des rapports au risque. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la première et la troisième qu'on va voir maintenant sont celles qui sont le plus représentatives de la population des alpinistes interrogés. La deuxième est plus minoritaire. Ce qui veut dire que cette première représentation des risques et celle qu'on va voir maintenant participe particulièrement à définir la culture du risque lié à l'alpinisme, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc dans celle-ci, on a un fort sentiment de contrôle et on va être dans la gestion des risques par nos aptitudes personnelles. On va mettre en place des stratégies d'atténuation des dangers, notamment liées à la vitesse. Le fait d'aller vite est particulièrement perçu par les personnes adhérant à cette dimension du rapport au risque comme un gage de sécurité. On a confiance dans ses capacités personnelles à gérer les risques de manière rationnelle. On est dans la méfiance plutôt vis-à-vis de la présence d'autrui, à l'inverse de la dimension d'avant. Ça renvoie à la culture moderne du risque qui valorise la maîtrise individuelle et la mise en avant de sa responsabilité. Les profils caractéristiques associés à ce type de rapport au risque sont des niveaux de pratique élevés, encore une fois comme la première, mais ayant de nombreuses années de pratique et les pratiquants avançant en âge. Au niveau du sexe, il n'y a pas d'effet marqué, c'est pas significatif. S'intéresser rapidement aux accidents, donc on revient aux accidents au sein des personnes interrogées, donc on revient sur un aspect assez statistique, mais cette fois hors prisme des secours, et ça c'est quand même intéressant. On peut voir que 59% des répondants n'ont jamais eu d'accident, même léger, l'accident étant défini à 1 jour d'arrêt de pratique, donc c'est pas grand-chose. On a vraiment eu un panel de répondants de débutants à experts, ce qui est assez rare. On manque souvent de débutants, mais là on avait quand même une bonne proportion de débutants, donc quelque chose qui semble assez représentatif. Et 14% des répondants ont eu au moins un accident grave, donc plus de 3 mois d'arrêt de pratique, au cours de leur carrière d'alpiniste. Là, pour le coup, ça donne une idée du ratio. La chute, 42% des accidents déclarés, encore une fois.
Et quels sont les facteurs? Du coup, là, on a pu faire un traitement qui est très intéressant. Qu'est-ce qui augmente la probabilité d'avoir subi un accident, indépendamment de l'influence des autres facteurs? Donc, indépendamment de l'âge, si je suis un homme ou une femme, est-ce que ça augmente mes probabilités d'avoir un accident au cours de ma carrière? Si je pratique beaucoup, pas beaucoup, à niveau élevé, à niveau faible, etc., indépendamment des autres caractéristiques, ça c'est important. Il y a un effet mécanique, mathématique, c'est le genre de résultat qu'on obtient et on dit bon, d'accord, et ensuite 27% des alpinistes de plus de 40 ans de pratique ont déjà eu un accident grave, contre 14% si on prend l'ensemble des répondants. Donc un effet mécanique des années d'exposition. Okay. Un niveau de pratique élevé, pour le coup, peu importe le nombre d'années de pratique, peu importe l'âge, un niveau de pratique élevé va augmenter les probabilités d'avoir subi un accident grave, plus de 3 mois. Le rapport au risque, le type de rapport au risque marqué par l'acceptation et la valorisation du risque, donc le premier, adhérer fortement à ce type de rapport au risque augmente les probabilités d'avoir subi un accident, et ce, peu importe les autres caractéristiques sociodémographiques et sportives. Et en termes d'activité, ce qui est ressorti, c'est le fait de pratiquer en expédition, et dans une moindre mesure, l'effet est quand même vraiment moins marqué, de pratiquer souvent le ski-alpinisme augmente les probabilités d'avoir subi un accident. Je conclus avec les implications préventives et pratiques qu'on peut tirer de ce travail. La première étant, on me pose souvent la question, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La première étant la connaissance de tout ça. Encore une fois, améliorer la connaissance, la conscience des risques principaux, s'interroger soi-même sur son type de rapport au risque, s'interroger sur sa pratique constitue en soi un outil de prévention. Donc diffuser ces résultats, pour moi, est déjà une prévention. Tout particulièrement, on est dans une activité, comme je vous l'ai dit, où on choisit de s'engager, où on cherche, ce qu'on recherche en partie, c'est être acteur de ces décisions. Et donc ce serait illogique de chercher à régulariser la pratique de l'alpinisme en imposant des règles universelles à tous les alpinistes. Ça ne marcherait pas comme prévention. Il faut qu'on soit nous-mêmes acteurs de notre sécurité, des choix qu'on fait. Donc la meilleure solution pour ça, c'est d'être informé, mais de ne rien imposer. La première, c'est de cibler la prévention et donc cette diffusion d'informations sur le public principalement secouru et le public principalement à risque d'être impacté. On a vu qu'il y en avait plusieurs, suivant ce qu'on cherche à faire. Pour les alpinistes avançant en âge, c'est peut-être plutôt une question de rapport au secours qu'autre chose. Pour les hommes et les jeunes particulièrement, il y a une forme d'engagement qui serait plus radicale. Et pour les femmes, il y a plus de blessés, moins d'indemnes, moins de décédés. Donc il y aurait aussi une forme d'appel au secours, moins d'appel au secours en tant qu'indemne. Prendre en compte les rapports au risque des pratiquants, je viens d'en parler un petit peu, et la place du risque dans l'activité comme à la fois consentie et atténuée. Donc si on imagine des contenus de prévention et de formation, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Insister sur les chutes quand même, surtout en terrain perçu comme facile. On l'a vu en croisant chute, les résultats des 3 axes et aussi les résultats de Sérac, particulièrement en terrain perçu comme facile, autant en ski qu'en alpinisme, et particulièrement en neige glacée mixte. On a vu que ça ressortait beaucoup. S'informer, se former sur intégrer dans l'information les diverses influences à même de perturber l'appréciation des risques et la décision. Tout ce qu'on a vu sur la partie Sérac, peut-être que même si ça comporte ses limites, c'est quelque chose sur lesquels, donc ce qu'on rassemble souvent sur le terme de facteur humain, c'est quelque chose sur lequel on peut progresser. Améliorer, comme je vous le disais, la qualité des données et l'accès à ces informations pour les pratiquants. Et ça passe sur le fait de continuer à promouvoir les démarches de partage d'expérience, continuer à diffuser ce type de résultats, mais aussi améliorer les recueils de données pour pouvoir effectuer des analyses plus poussées. Et notamment en proposant un lexique commun pour le cas des secours à toutes les unités. Ça a été fait au cours de la thèse, des formes de propositions, et c'est peut-être quelque chose qui est en cours en lien avec le SNOSM et les secouristes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Maud. Est-ce qu'il y a des questions ?
Ouais, c'est une question par rapport aux pratiquants. Est-ce que dans les stats, tu arrives à dégager des catégories, enfin, si c'est un encadrement pro, si c'est des amateurs, si c'est de l'associatif, est-ce que tu arrives à faire dire à peu près des pourcentages? Oui, un petit peu. Dans les stats du secours, on peut savoir si c'est du pro, de l'amateur ou de l'associatif. Par contre, on ne peut pas savoir si c'est le guide ou le client qui est blessé. Donc on sait que c'est une sortie encadrée par un professionnel. Le pourcentage de mémoire, là, je ne l'ai plus. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que sur les causes et les types d'accidents, il n'y avait pas de différence significative entre la pratique professionnelle et la pratique amateur. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question, on se dit les chutes, ça ne va pas être pareil chez les pros. Et en fait, si. En tout cas, la différence n'est pas significative. Une autre chose qui est assez importante, qui surprend au début, on avait mis encadrement professionnel dans ces traitements sur le SNOSM, et par contre, il ressortait également que les accidents en pratique pro, enfin encadrés, généraient plus souvent des personnes impactées et augmentaient significativement les chances d'être secouru impactées par rapport au fait d'être secouru indemne. Mais là, pour le coup, l'interprétation la plus logique, ça semble être qu'en pratique professionnelle, il y a moins de risques de se retrouver bloqué sur un itinéraire parce qu'on ne pourrait plus rentrer, qu'il va y avoir des compétences qui vont permettre à la fois d'évaluer le bon itinéraire et de sortir, de faire un auto-secours sans appel au secours. Page 4, tu peux revenir dessus, s'il te plaît? Ouais. En gris, donc tu dis volume de secours en pourcentage. Et en orange, indice de mortalité. Donc, l'indice de mortalité en pourcentage, le pourcentage, c'est vis-à-vis du volume de secours. On est d'accord? Ou pas? Parce que j'ai pas compris là. Tu vois, non. Comme tu as dit qu'effectivement, on ne connaît pas le nombre de pratiquants, il est très difficile d'avoir un pourcentage. C'est là que je capte pas, tu vois, parce que volume de secours en pourcentage, mais par rapport à quoi? Alors, ils sont pas en lien, ces deux histogrammes, ils sont pas en lien l'un avec l'autre. Volume de secours en pourcentage, le pourcentage par rapport au volume de secours effectué par le PG, par les secouristes, 46% des secours sont effectués, des secours en montagne concernent la randonnée à pied. Le pourcentage, c'est par rapport il n'a pas de lien direct. 46% par rapport au décollage, quoi, en gros, basta. Oui, 46% par rapport au nombre de secours total. 46% concerne la randonnée, 11% le VTT, 1% la via ferrata, 10% l'alpinisme, effectué par les secours en montagne. Alors que l'indice de mortalité, le pourcentage, il est au sein même de cette activité-là, le nombre de décès par rapport au nombre de secours effectués dans cette activité. D'accord, ok. En effet, le schéma est un peu troublant, je te l'accorde. C'était plutôt pour mettre en lumière qu'on a des activités qui ressortent de manière complètement différente selon si on s'intéresse à l'un ou à l'autre. Ok, merci. Merci. Moi, j'avais une question, Maud. Tu t'en parles à un moment donné en disant que voilà, c'est aussi ce qu'on va chercher de l'engagement dans l'alpinisme. Est-ce que finalement, il n'y aura pas toujours une part irréductible du risque? Enfin, après toutes ces études, ces pistes de réflexion, quel est ton avis à la fois de docteur, mais aussi personnel peut-être là-dessus? Oui, complètement, ouais. Au cours de la thèse, je me suis parfois demandé mais quel paradoxe d'étudier la sécurité en alpinisme quand il y a à la fois une part des accidents, des risques totalement irréductibles et aussi une part des accidents parfois inexplicables ou qu'il ne vaut mieux pas chercher, qui semblent inexplicables, comme s'ils devaient arriver. Et c'est là tout le paradoxe, l'ambivalence, mais à la fois ça n'empêche pas de continuer à se questionner sur notre pratique et est-ce que ça réduira les accidents, j'en sais rien, mais si ça apporte plus de conscience, plus de compréhension, tant mieux, mais il y aura toujours une part d'accidents complètement inexplicables. Et une deuxième question qui suit celle-là, est-ce que ça va être suivi sur les groupes sur lesquels on met des rétextes, etc. Ou peut-être il y aura un taux d'accidentologie moins important? Est-ce que ces outils qu'on va mettre en place vont être évalués? Moi, ça me semble très compliqué à évaluer. Ouais. À faire le lien. C'est comme quelque chose qui est évoqué dans les récits, de déterminer que ça a eu un lien
de cause à effet avec l'occurrence de l'accident, c'est simpliste, c'est trop simpliste, je pense, parce qu'en fait c'est toujours une situation complexe, globale, qui aboutit à un accident, mais des fois il n'y a pas de lien direct de cause à effet, et de la même manière, savoir évaluer si quand on a mis en place des outils, l'accidentalité plutôt va baisser, ouais, ça me semble assez compliqué. À moins que ce soit au sein d'un groupe très restreint. Si on avait un groupe à l'ENSA qu'on suivait depuis leur formation pendant 10 ans et 15 ans après sur du long terme, comparé avec un groupe 10 ans avant auprès de qui on n'aurait mis en place aucun rétex, peut-être, mais voilà. Et encore... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Ah, si, pardon. Bonsoir. Est-ce qu'on peut retrouver ton étude quelque part pour la communiquer? Oui, tout à fait. Je m'excuse, j'ai pas du tout de petits livrets, mais on a édité des livrets résumés qui font 30-35 pages. Il y en a un dispo à la bibliothèque, il me semble. Okay. Et il est téléchargeable en PDF sur le site de la Fondation Petzel. Ok, bah, tu réponds à la deuxième question que j'avais aussi du coup. Et est-ce que c'est une étude qui va évoluer et que tu comptes continuer à alimenter? Bonne question. De manière académique, a priori pas. D'autres vont peut-être reprendre la main. Par contre, des collaborations notamment avec l'ENSA, avec le SNGM, plutôt sur un aspect plus pratique de développer par exemple un outil de retour d'expérience au sein de l'ENSA, d'essayer de participer à l'amélioration du système de recueil des données du SNOSM. Voilà. Bon, Maud a aussi des obligations, donc on va la libérer. Merci beaucoup. Merci Maud.